Yorana et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans son Fari. I was raised by the rhythms on the radio. Aujourd'hui, sur les hauteurs de la côte Est, on retrouve Clément, passionné de permaculture, qui nous partage son savoir-faire. Yorana Clément. Yorana. Alors, est-ce que tu peux me parler de ton concept? Ouais, alors moi je fais du paysagisme en permaculture. Mon but à moi c'est un peu d'essayer de lier ces deux visions qui sont séparées et pourtant en même temps communes, dans le sens où le paysagisme traditionnel c'est, on le voit un peu comme faire du joli dans son jardin uniquement. Et la permaculture appliquée au jardin, c'est faire du comestible uniquement. Moi, mon but, c'est un peu de lier les deux, d'avoir quelque chose qui soit esthétique et comestible, et en même temps qui améliore le sol et soit bon pour les sols futurs et la planète. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus le côté permaculture? La permaculture, donc c'est plus une manière de penser une philosophie générale, mais là, on va parler vraiment appliqué au jardin. Le but principal, ça va être de s'inspirer de ce qu'on a dans la nature, dans la forêt, et pouvoir le retransmettre sur votre faapou. Typiquement, le paillage, c'est l'un des meilleurs exemples. Il a plusieurs fonctions, encore une fois. Protéger du soleil, garder donc de l'humidité, avoir une décomposition lente sur le sol et du coup un apport de nutriments constant dans le temps. Et surtout, le principal, c'est d'amener un sol vivant, de créer un sol vivant. C'est des nématodes, des cloportes, des bactéries qui vont décomposer tout ça. Et c'est eux qui nourrissent les plantes, donc le but, c'est vraiment d'avoir un sol vivant. On continue, là tu as planté... Ici, c'était tout un mur rempli de védélia que la personne souhaitait du coup nettoyer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout nettoyé et installé des grillages pour pouvoir faire partir des plantes grimpantes. Et en grimpant, on a encore une fois lié le comestible avec l'esthétique. Typiquement, on a mis de la zébrina ou misère qu'on peut voir, qui elle va redescendre, qui elle est comestible, mais on a aussi mis du jasmin étoilé qui lui va monter et qui a juste a vocation d'être esthétique et olfactif. Permaculture, on travaille avec différentes strates, donc la strate basse qui va être les couvre-sols, typiquement les pourpiers, des patates douces, toutes ces choses-là qui vont faire un paillage supplémentaire, si je peux dire. Ensuite, la strate moyenne qui va être tout ce qui est arbuste, donc basilic, térévété, citronnelle, etc. Et ensuite, la strate haute qui va être par les arbres, les papayers, le moringa, qui eux vont faire une ombre générale déjà présente. Et le but, c'est voilà, première strate et au fur et à mesure, on casse l'ombre, on casse le soleil. Et toujours essayer de penser à ça tout en gardant une diversité dans le choix de ces plantes. Et je vois que tu as des petites fleurs. Oui, c'est principalement des œillets d'Inde ou du cosmos. Par exemple ici, l'œillet d'Inde a été mis à côté de la tomate parce que c'est une association de plantes qui est assez connue. Les racines des œillets d'Inde vont repousser par une enzyme les nématodes. Et les nématodes sont les premiers attaquants des racines des tomates. Donc en fait, l'œillet d'Inde, il va servir à repousser les potentiels ravageurs des tomates. Tout a été pensé pour essayer d'avoir un sol vivant au maximum. Forcément, il va y avoir des ravageurs qui vont venir. Et typiquement, si par exemple j'ai été ravagé sur une butte par des limaces, plutôt que de les faire fuir, je vais leur demander de venir en quantité pour pouvoir appeler son prédateur à elle. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais je sais que je vais mettre énormément de plantes à cet endroit-là, que la limace adore, mais je vais lui en donner trop, qu'elle puisse jamais se nourrir assez. La population de limaces va augmenter et à un moment où le prédateur finira par arriver, et dans ce cas ça va réguler la population de limaces, et j'aurai plus ce problème, plutôt que d'essayer de les enlever tous les jours, c'est un problème que je remets au lendemain en fait. Donc là le but c'est d'être d'accord de, ok je vais me faire manger une partie, mais c'est pour avoir mieux dans un an ou deux. C'est intéressant en tout cas. Clément, on va continuer avec l'agencement du jardin. Mais avant ça, on va faire une petite pause. Est-ce que tu connais le Feng Shui? Oui. Je te propose de regarder notre rubrique avec Tini. Alors le Feng Shui, en mandarin, le Feng Shui, ça signifie eau et vent. Symboliquement, ça veut dire la maîtrise de l'eau et du vent.
Donc, à la base, ces éléments-là, je vais les retrouver dans l'environnement extérieur de mon habitation. Donc, le vrai Feng Shui sera vu comme étant une étude macro-environnement. Alors, bien souvent, il va falloir définir ce qu'on appelle le Feng Shui macro en dehors et le Feng Shui micro à l'intérieur. Alors, lorsque l'on va faire des constructions de maisons, il est important de savoir déterminer ce qu'on appelle un peu les 4 piliers de base dans le Feng Shui. Donc, je vais devoir avoir l'assise d'une maison, ce qu'on appelle la tortue, la montagne. Je vais devoir aussi avoir la devanture de la maison, c'est très important aussi. Lorsque je vais faire des maisons, je dois également regarder où se situe le cours d'eau, donc une rivière, la mer. De nos jours aussi, les routes sont considérées comme étant des rivières artificielles. Donc la route également va compter dans une interprétation Feng Shui extérieure. Un exemple concret, lorsque vous allez faire des maisons côté montagne, en règle générale, les pièces où on va faire dodo, ce sont celles qu'on va mettre côté montagne. Pourquoi? Parce que là où on va dormir, ça représente les pièces reposantes d'une maison. Donc je dois avoir un soutien énergétique. Si j'ai une rivière qui passe à côté d'une maison, elle va jouer en fin de compte dans l'interaction énergétique. Si elle est située à droite d'une maison et la porte d'entrée est à droite, la rivière va devenir un élément négatif. Un autre exemple concret aussi, lorsque j'ai des maisons qui sont trop proches d'une montagne, parce que les formes montagneuses sont également ce qu'on appelle des dragons en interprétation Feng Shui. L'énergie, en fin de compte, est une énergie qui dévale, un peu comme une avalanche. Donc, si une maison est trop proche d'une montagne ou si c'est une montagne qui est raide, souvent l'énergie n'est pas favorable. En Feng Shui, on va prêter beaucoup attention à ce qu'on appelle le Feng Shui de la boussole. Donc, il est important de savoir déterminer où se situe l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud, parce que chaque cardinal va également représenter un élément. Un exemple, j'ai la rivière qui va passer dans le sud d'une maison. Rien que là, c'est négatif. Pourquoi? Parce que la rivière représente l'élément eau et la cardinale sud, le feu. Donc, pas forcément bon. Clément, alors là, je vois que tu nous as fait une grosse butte. Oui, c'est un peu la pièce principale qui est principalement esthétique, donc avec un ylang-ylang en plein milieu, qui est quand même un arbre assez mythique de Polynésie. Et je voulais que ce soit la pièce imposante, qui se voit bien du coup de la maison. Et elle est entourée de TRVT, qui encore une fois ont un côté esthétique par leur couleur, leur diversité, où ça amène du punch et aussi cette envie de vouloir aller dans le jardin, voir toutes ces couleurs, etc. Elle a aussi une utilité pratique pour le jardin, c'est ces fleurs qui attirent des cirfes, des guêpes sauvages. Et une larve de cirfe peut manger jusqu'à 200 larves de pucerons. Donc c'est et en même temps esthétique et en même temps utile pour le reste du jardin. On continue alors? Il y a plein d'autres buts là. Donc on avait les aromates un peu par là, les tomates, là on a un peu tout ce qui va être concombre, piment. Ici on va avoir des haricots longs avec le tipi. Donc le but c'est d'essayer de faire une zone un peu différente à chaque fois et un agencement un peu différent. Et sur la dernière, du coup, j'ai mis les choses qui vont mettre le plus de temps à pousser ou dont on a besoin de moins surveiller, ce qui vont être les courges, les patates douces, etc. Et avec un petit chemin olfactif, le but de ce chemin, c'est qu'une fois que la menthe, le thym, etc. aura poussé, on puisse marcher dedans et avoir les odeurs aussi. C'est juste ils ont des enfants et c'est pour qu'ils aient aussi cette envie de venir dans le jardin, jusqu'au fond du jardin et de repartir et cette envie de regarder, d'observer, d'apprendre. Ça fait partie du but, toujours. Et tout autour, je vois aussi que t'as fait aussi une butte. Cette butte, du coup, c'est la bordure extérieure. Donc les bordures, c'est une notion assez importante en permaculture parce que si on gère mal ces bordures, on se fait vite envahir. Et cette ligne en fait est dédiée aux engrais verts, qui sont des plantes qui vont simplement pousser et être dédiées à être sacrifiées, qu'on va tailler tous les ans ou tous les 6 mois selon les plantes, pour réutiliser en paillage et elles vont améliorer le sol au fur et à mesure de leur taille. Grâce au paillage, on peut ne pas arroser alors? Oui, moi j'arrose jamais. C'est l'un des principes de la permaculture. Après, jamais, c'est un grand mot dans le sens où si ça fait
5-6 ans que tu as un jardin et que tu as travaillé pour et qu'on se retrouve d'avoir 4 mois d'affilée de sécheresse, évidemment qu'il va falloir un petit coup d'eau pour les aider. Mais sinon, il n'y a aucun système d'arrosage. Le but, c'est voilà, le paillage retient l'humidité et assez d'humidité, surtout en ce moment où on a un temps, il pleut toutes les semaines, donc on n'a aucun souci. Donc la permaculture, ça allège aussi, on va dire, le travail du jardin puisque ça se fait tout seul en fait. Oui et non. Effectivement, il y a plein de choses, on a l'impression que ça se fait tout seul, mais tout ça, c'est à nous aussi d'intervenir, de faire en sorte que ce soit bien fait. Dans le sens où la bioturbation, qui est le retournement de la terre, c'est les vers de terre qui vont le faire, pas moi. Moi, je vais jamais labourer. Ils vont le faire à ma place, mais pour le faire, par contre, il faut que je leur apporte du broyat. Constamment, un paillage, il faut qu'ils aient constamment de quoi manger et ça c'est à moi de le faire. La nature sait très bien travailler toute seule, qu'est-ce que je dois lui fournir pour l'aider et améliorer ce système déjà parfait en fait. Alors Clément, un mot pour la fin? Oui, je dirais que le paysagisme en permaculture, ce que j'essaie de prôner, c'est vraiment de fêter la biodiversité. Et de créer un système. On s'est aperçu qu'avec les différents soucis climatiques des 2-3 dernières années, le Covid, etc., on a eu pas mal de problèmes, surtout en Polynésie au niveau des importations ou autres. Et c'est l'une des pierres qu'on peut apporter à l'édifice de la biodiversité pour améliorer les sols en Polynésie, avoir de quoi consommer localement des produits en quantité. Ça fait partie d'une des solutions qu'on peut commencer à observer et parce qu'on s'est aperçu très rapidement qu'on était totalement dépendant des importations et autres soucis et que alors qu'on a les solutions juste devant nous, il nous suffit de vouloir retourner à ces traditions en fait. De toute façon, je pense qu'il y a une prise de conscience de la part de la population de revenir à la terre et comme diraient nos ancêtres, à tout terima et roto iteripo, mettre les mains dans la terre et planter du coup. Ok, exactement. Donc on va finir sur ces belles notes et nous on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau Bien dans son Fari. Nana! Plant a seed, watch it grow, and let everyone know this is how we'll survive in these times. Yes, plant a seed.